Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 84e épisode du Temps d'arrêt. Après une pause estivale, je crois bien méritée, très heureux d'être de retour et de vous offrir du contenu de qualité dans les prochaines semaines. Beaucoup de choses vous attendront. Donc, très content de renouer avec l'action sportive cet automne. On en a beaucoup à se mettre sous la dent. On commence aujourd'hui avec un épisode que je suis très content de faire sur la Ligue junior majeure, Ligue junior Québec-Maritime, pardon. Très heureux de recevoir pour la première fois au podcast Amélia McGuire-Saint-Onge. Ça va bien, Amélia? Ça va bien, toi? Merci de m'accueillir. Ça fait grand plaisir. Amélia, tu as beaucoup de chapeaux, là, beaucoup de titres. Tu as étudié en journalisme. Dans la dernière année, tu as travaillé pour BPM. Tu vas couvrir cette année les activités du Phoenix de Sherbrooke. Donc, tu vas écrire des résumés de matchs, des entrevues et tout. Et tu es chroniqueuse aussi, comme je le suis pour tout sur le hockey. Donc, beaucoup de choses. Premièrement, on te demanderait comment tu trouves du temps dans ton horaire pour placer tout ça. Mais faire sa part, là, je sais que tu es récemment quand même gradué de l'université. Donc, beaucoup de belles choses quand même de ton côté, là, avant qu'on se lance dans le vif du sujet depuis le début de ta carrière professionnelle, si on veut, là. Ouais, ben c'est ça, j'ai étudié en journalisme à Ottawa, puis là, je veux juste comme aller à l'université pour comme perfectionner mes connaissances. Mais oui, la GMQ, c'est ce que j'aime le mieux couvrir, c'est ce que j'ai découvert durant mes années d'études, puis je suis vraiment tombée en amour, même si ça a l'air un peu exagéré. J'ai suivi un grand journaliste, ceux qui suivent la GMQ vont savoir c'est qui, mais c'est Jean-François Plante qui couvrait Ouais. les Olympiques de Gatineau depuis des années, puis c'est lui qui m'a formé un peu, puis c'est lui qui m'a transmis cette passion-là. Je pense que c'est un circuit qui est mal aimé. Je vais peut-être peser mes mots. Méconnu un peu de certains amateurs de hockey aussi, là. Puis on a la gâchette facile en disant qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois tu sais, qui sont Ouais. repêchés et tout, mais c'est quand même un circuit qui mérite plus d'attention, je pense. Donc, de pouvoir le couvrir avec TSLH, puis aussi d'avoir eu accès aux Olympiques, maintenant le Phoenix, ben, je pense que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment un honneur, là. Comme mentionné, après quelques secondes au podcast, là, j'ai déjà fait une erreur dans le nom de la ligue, donc qui a changé de titre dans la dernière année. Donc, c'était vraiment comme but d'inclure un petit peu plus les équipes des Maritimes qui sont nombreuses, qui sont importantes, hein. On les a vues remporter des championnats de la Coupe Memorial dans les dernières années. Donc, cette ligue-là, comme tu viens de le dire, euh, avec son nouveau président, Mario Cecchini, prend de l'ampleur. On veut prendre être un petit peu plus présent au niveau national, même international. Donc, beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour la LHJMQ, notamment la Coupe Memorial qui sera à Rimouski en 2025. Je Oui. pense que ça méritait notre attention. Ça m'a donné un petit peu le goût de faire cet épisode avec toi. Mais ce qui m'a surtout donné ce qui m'a donné la petite étincelle, c'est un article que tu as écrit il y a quelques semaines pour le TSLH. Là, comme tu l'as mentionné, tu écris régulièrement sur le circuit pour tout sur le hockey. Mais tu y es allé d'un article où tu proposais certains des éléments que tu surveillais pour les camps de la LHJMQ. Là, les camps sont maintenant chose du passé, hein. Les formations sont pratiquement toutes annoncées. Avant d'y aller, des équipes et des joueurs qu'on surveille cette année, qu'est-ce que tu aurais retenu, si on veut, dans une globalité des derniers camps? Mais moi, j'aime toujours. Je trouve que les camps, c'est vraiment une bonne façon de commencer tu sais, le début de la saison. Ça a l'air ironique de même, mais c'est juste que tu peux tout de suite mettre ton regard vers toutes les équipes qui sont en train de se former, même les équipes qui sont en reconstruction. Le Phoenix, c'est plus en reconstruction, mais même du côté des Tigres de Victoriaville, moi, je vais vraiment regarder Gabriel Daigle, le gardien de but, si j'en Ouais, ai parlé dans mon article, mais c'est un gardien qui a été repêché très tôt en 2022, donc deuxième au total lors du repêchage de la LHGMQ, puis il était coincé derrière Nathan Darvaux. ouais. Nathan Darvaux qui était aussi coincé lors du triomphe des Tigres. Fait que les Tigres sont vraiment allés, tu sais, c'était la logique de donner les opportunités à Darvaux qui, lui, il jouait très bien. C'était été gardien de l'année dans la Ligue canadienne de hockey la saison dernière.
Mais du côté d'Aigle, on parle d'un gardien avec très haut potentiel, même que certains, dès son année de repêchage dans la LHMQ, il y allait des comparaisons avec Marc-André Fleury. Donc, Ouais, c'est c'est pas peu dire. dur. Hein. Puis c'est beaucoup de pression, puis c'est un jeune qui arrive dans une équipe qui a joué toute sa vie, tu sais, il a été dans le M18, fait qu'il a gravé les échelons, puis il était tout le temps le numéro un. Donc, tu arrives avec les Tigres, tu as un rôle effacé, il faut que tu t'adaptes à jouer moins, surtout qu'un gardien de but. On sait, le développement d'un gardien, c'est toujours incertain. Fait que du côté d'Aigle, cette année, c'est vraiment c'est sa chance d'être le numéro un, puis il va devoir le prouver qu'il est capable de le faire. Puis en plus, c'est son année de repêchage, donc Exact. c'est comme la plus grande, l'année la plus importante de sa jeune carrière. Fait que c'est vraiment le joueur que je vais regarder parce que il avait pas été, je vais faire attention, mais je trouve qu'il avait été, il a eu une performance décevante lors des moins de 18 ans l'an dernier. Il ne pouvait pas y Effectivement, participer. ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir parce que ça pourrait être soit genre un coup d'éclat ou ça pourrait être décevant de son côté. Donc, ça va être vraiment une saison importante pour lui, là. Comme tu l'as mentionné, c'est un gardien qui est arrivé avec une certaine pression d'être repêché très, très tôt. Il a peu joué. Nathan Darvo a quand même été nommé le meilleur gardien au pays, là, donc il n'était pas derrière n'importe qui. Alors maintenant, la pression d'être le numéro un, une année très importante, comme tu viens de le dire. Tout au long de cet épisode, on va vous présenter des joueurs donc, qui vous allez entendre parler cette année, qui risquent d'être repêchés quand même assez haut là, au prochain encamp de la LNH. Tu l'as bien dit tout à l'heure, on pense souvent à la GMQ comme l'enfant pauvre de la Ligue canadienne, mais ce n'est pas ça du tout. Malgré que, oui, dans les dernières années, on a eu des QV un petit peu moins bien représentés pour les espoirs québécois, du moins dans les deux premières rondes. Cette année, on en a des très, très intéressants. On vous les présentera tout au cours de cet épisode. On va commencer avec 4 équipes qui risquent, selon toi, de se disputer les grands honneurs. Là. L'année passée, on a eu une saison très, très intéressante. Ben, ce sera le cas encore une fois cette année. Des nouvelles équipes qui, disons, se pointent le nez, certaines qu'on attend. On pense notamment à l'Océanique de Rimouski, qui aura beaucoup, beaucoup de pression cette année. J'aimerais que tu commences à me parler d'un cas qui est très intéressant de leur côté, celui de Bradley Nadeau, qui, les gens entendent ce nom, ça leur dit quelque chose. Bien sûr, ce fut un choix de première ronde des Hurricanes en 2023. Ses droits appartiennent à l'Océanique. Qu'est-ce qu'il en est de lui? Quelles sont ses options pour la prochaine saison? Là? Exactement, c'est un cas un petit peu complexe parce que Nadeau, il a disputé un an à l'Université du Maine, donc la dernière saison. Et là, certains auraient pu s'attendre à le voir disputer plusieurs saisons dans la NCAA. Il a le droit à 4 avant de signer dans la Ligue nationale de hockey. Mais il a signé exactement après sa première saison avec les Hurricanes de la Caroline. Puis il a C'est brûlé quand un même année. très surprenant là, dès la Exactement. première Moi, je ne année. m'attendais pas à ça. En plus, il y Ouais. avait une très bonne saison avec l'Université du Maine. Puis c'est rare qu'on voit un choix tardif de premier tour quand même faire le saut tout de suite, malgré que Nadeau, comme je dis, avait eu une bonne saison. Et l'affaire, c'est que là, les Hurricanes n'avaient pas de club école. Fait que là, direct Ouais. quand signé, tout le monde s'est dit, ah ben là, il va signer avec l'Océanique, tu sais, parce que c'est l'équipe qui détient ses droits. Puis là, finalement, ils ont comme réacquis un club école. C'est assez complexe comme dossier, mais ils vont en Ouais. avoir un. Le seul problème, c'est que les Hurricanes sont une très bonne formation avec de la profondeur à l'attaque. C'est pas qu'est-ce qui manque. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir mettre Nadeau dans un rôle plus effacé tout de suite, le renvoyer dans la Ligue américaine, même s'il est très jeune? Quand tu vois que l'Océanique, ils ont une Coupe Memorial, c'est sûr qu'ils vont jouer jusqu'en juin. Donc, Ouais. moi, c'est comme je- pour moi, ce serait vraiment logique d'envoyer Nadeau dans la Ligue junior maritime Québec, surtout que l'Océanique de Rimouski, c'est une organisation qui est Prestigieux quand même. Là, ouais. qui ont développé de bons espoirs, puis ils ont une bonne équipe. Ils vont pas juste, tu sais, ils se sont bâtis une équipe, Ouais. ils ont acquis récemment l'espoir du Canadien de Montréal, Quentin Miller devant les Ouais. buts, et d'autres grosses acquisitions. Donc, d'ajouter un ado, là, je pense que pour moi, le Sonic serait favori de loin. C'est pas mes favoris, mais je pense que Nado, ça pourrait être la pièce manquante. Puis le directeur général de l'Océanique de Rimouski a dit qu'ils ne ferment pas la porte jusqu'à 1er janvier 2025. Donc, je pense qu'ils vont être en discussion avec les Hurricanes tout le long de la saison. Ouais. Peut-être que Nado va commencer dans la Ligue américaine, puis ça va pas bien se passer pour lui. Puis en tout cas, il y a plein de scénarios possibles. Mais ce serait vraiment un gros coup pour la LHMQ aussi, mais encore plus pour l'Océanique, là.
Tu as parlé d'acquisition, là, effectivement. Le Sénégal a fait quelques bons coups récemment. Tu as parlé de Quentin Miller. Les partisans du Canadien le connaissent. Il appartient euh, aux Canadiens. Euh, il aura la pression d'être numéro un lors de son repêchage. Il était second avec les Remparts. Il a joué quand même pas mal l'année passée, mais là, ce sera vraiment le poids sera vraiment sur ses épaules. Une belle acquisition en défensive, celle de Pierre-Olivier Roy, vétéran de 20 ans qui vient des Tigres, qui a été nommé parmi les 3 meilleurs défenseurs de la saison dernière. On a aussi en défensive Luke Coughlin, qui est un choix de 6e ronde des Panthers en 2023. Mais celui qui attire vraiment mon attention, c'est Spencer Gill, qui était le premier joueur de la GMQ repêché l'année passée. Ça fut quand même une petite surprise, là, mais une agréable surprise. Donc, c'est un prototype très intéressant, Spencer Gill. Avec ses 3 joueurs, l'Océanique a vraiment une brigade défensive très intéressante, là. Exactement. Puis du côté de Miller, c'est que c'était le plus gros point d'interrogation du côté de l'Océanique de Rimouski. Ça ne fonctionnait pas devant les buts. Personne ne pouvait prendre la tâche de numéro un. Donc, on a vraiment rempli cette coche-là. Et là, on rajoute un défenseur. On rajoute Mathieu Catafort également des Ouais, Moustiques d'Halifax que joint. Donc, on très grosse ajoute 3 acquisition. joueurs à 3 positions différentes. Et pour conclure un petit peu sur l'équipe, Alexandre Blais, choix de 4e ronde des Ducks l'an passé. Très belle production à 17 ans, 84 points. On a une belle formation établie. On s'attend à ce que l'Océanique bouge encore d'ici la date limite des échanges qui se trouve plus tard cet hiver, mais une formation qui risque d'être dans les sommets. Une autre qui attire l'attention des auditeurs et de Et si je quelques-uns peux des... continuer un peu avec l'Océanique sans te couper, Excuse-moi, vas-y, oui, je vais oui. le faire. Tu sais, on va surtout regarder Quentin Miller devant les buts, ça va être lui qui va avoir le plus de départs, mais je veux quand même retenir l'attention de ceux qui nous écoutent vers William Lasselle, qui est un gardien de but qui sera tout porte à croire qui sera le second de Miller. C'est un jeune gardien de but, il va faire ses premiers pas. Il a été repêché en 2023. Donc, un peu comme Dell, tu sais, on n'a pas vu beaucoup de gardiens québécois dans les dernières années à être repêchés. Mais Lasselle, c'est vraiment un étudiant, je trouve, devant son filet. Il se fie beaucoup sur son mental et tout. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir sa progression. Je trouve qu'il est un peu dans la même situation que Dale, mais par contre, lui, ça va être seulement pour une saison probablement. Mais d'apprendre devant une équipe comme l'Océanique, je pense que c'est un joueur qu'on devra Ouais, surveiller. intéressant. Nos collègues saguenéens de Tout sur le hockey vont vraiment avoir une année remplie non seulement de joueurs intéressants, mais probablement de succès. Donc, Chicoutimi fait partie de tes favoris au titre pour cette année. On a une attaque très garnie. On n'a qu'à penser à Maxime Massé, choix de 3e ronde des Ducks l'année passée. Là, il avait un petit peu glissé. Ça reste un joueur très complet. 75 points lors de la dernière saison. On possède un Thomas des Ruisseaux, mais surtout, et celui dont tu vas plus nous parler, Émile Guité, qui est quand même un potentiel choix de première ronde pour l'année prochaine. Ceux qui ont regardé le tournoi Linka Gretzky ont pu le voir avec le Canada et s'est bien débrouillé. 57 points l'année passée à 16 ans. C'est vraiment tout un profil, là. Ouais, c'est un marqueur, Émile Guité. C'est quand même un gars qui joue gros aussi sur la patinoire. Puis, tu ajoutes Alex Wang, le Ouais. défenseur. Chez les Saguenay, il y a possiblement 2 joueurs qui vont être repêchés dans le top 40 si c'est pas au premier Si tour, ce n'est là. pas en première ronde, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Et pour moi, c'était probablement l'équipe qui était la plus divertissante à voir l'année dernière. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Je les ai mis cette année, mais je pense que du côté des Saguenay, même si on va essayer de greffer certaines pièces parce qu'on s'est rendu quand même en quart de finale, ce qui était surprenant l'an passé pour une équipe avec plein de Si jeune, recrues. ouais. Mais je pense qu'on vise 2026, surtout Ouais. pour un championnat. Mais t'as Wang, t'as Massé, t'as Guité, on parle pas beaucoup de Jonathan Prudhomme à la défense et Nathan Lecomte à l'attaque, mais ça fait partie aussi de ce groupe de joueurs qui ont été repêchés en 2023, là, les Saguenay qui avaient 4 choix dans le top 10 lors du repêchage de la LHGMQ. Donc là, on va vraiment voir ces jeunes-là prendre une autre étape. Et je pense que Prudhomme aussi devrait avoir un grand rôle à la défense, même si c'est un défenseur qu'on parle pas beaucoup, qui est pas vraiment étincelant. C'est un gros défenseur. Puis je pense que du côté des Saguenay, on a vraiment comme toutes les pièces en Ouais. place pour, pour avoir du succès dès cette année, là. Du côté de Wang, là, lui aussi, on a pu le voir au Linka Gretzky. Il a, tout en gardant un jeu relativement efficace,
Ça a été un des générales dans cette défensive-là. Très, très peu d'erreurs, une bonne relance, vraiment un patineur fluide. Donc, très agréable à avoir joué, très agréable de le suivre dans notre circuit. Donc, deux joueurs, comme tu l'as dit, qui se trouvent dans la même formation qu'on va vraiment surveiller pour le repêchage de 2025, Émile Guité et Alex Wang. Ouais, Wang, qui est le prototype du défenseur de la Ligue nationale de hockey. Donc, excellent coup de patin, honnêtement. Moi, j'adore ce genre de défenseur-là. C'est vraiment Ouais, moi aussi. mes joueurs préférés. Fait que ça va être vraiment une belle année du côté des Saguenay. Je suis jalouse de ne pas pouvoir aller au centre. Une des équipes qui va définitivement chauffer l'Océanique pour le titre. On parle ici des Wildcats de Moncton. Beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants. Tu l'as soulevé dans ton article. On va commencer par l'arrivée du gardien Juraj Pekarczyk. Quand même un choix de troisième ronde des Blues en 2023. Parle-nous un petit peu de ce joueur-là. Là. Ben, du côté des Wildcats, pour moi, c'est mes favoris. Donc, je les ai un petit peu avant l'Océanique. Ouais. Puis, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde dans les cas. Mais c'est juste qu'on a vraiment... on a connu une saison assez décevante. On a fait un peu le ménage. On a emmené des nouveaux joueurs, mais on a aussi congédié notre entraîneur. L'année passée, comme l'Océanique qui s'est pas rendu super loin en série, ça a été le même cas du côté des Wildcats. Donc, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, ce nouveau entraîneur, une nouvelle culture, c'était une saison en dessous des attentes, puis plusieurs doivent rebondir. Tu as parlé du gardien, mais il y a aussi Marcus Vidicek qui s'en vient, il y a Dylan Ouais. McKinnon des Belle acquisition, ça. Deux belles Diamondbacks. acquisitions. Donc, on prend vraiment deux joueurs qui ont été très importants pour les Moussets lors de leur parcours, puis on s'en vient pour créer une espèce d'équipe championne. Euh, j'ai comme un peu la difficulté avec comment ils sont bâtis. Par contre, du côté des Wildcats, j'ai hâte de OK. voir. J'aime beaucoup Étienne Morin. Je l'ai beaucoup aimé à son année de repêchage. Je Ouais. trouve que l'année, sa progression a été un petit peu plus lente à sa deuxième année, donc l'année passée. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, nos trois meilleurs pointeurs l'an dernier sont de retour à l'attaque. Fait que gratuitement, on a du renfort comme ça, là. Pour compléter un peu sur Pekarczyk, c'est un gars qui amène un bagage intéressant quand même. Il a évolué dans la USHL l'année passée, donc un très bon niveau. Défensivement, tu as parlé, oui, de McKinnon qui s'amène. On a Étienne Morin qui, oui, malgré une saison un petit peu plus difficile, est quand même capable de mettre beaucoup de points sur le tableau. On a un Européen qui arrive de la Suède, là, Loke Johansson. Donc, On a plusieurs Européens du ouais, côté de la carte. C'est une très bonne année. Puis on est allé soutirer Pelarchek du Titan là, parce qu'il ne voulait probablement pas pas évoluer joué. là-bas. Donc, puis aussi Caleb Desnoyers, Ouais, qu'on j'allais ne en peut pas venir. vraiment oublier, qui est probablement le meilleur espoir de la LHMQ. C'est sûr que plusieurs choses peuvent changer en cours des saisons, mais c'est un centre qui peut tout faire sur la patinoire, qui est très bien fait aussi au moins de 18 ans. Ouais. Donc, on a vraiment, puis il a très bien progressé aussi l'année passée. Donc, ouais. Si les amateurs prennent quelques instants pour aller visionner un draft stimulé pour l'année prochaine, ils vont voir le nom, comme tu as dit, de Caleb Desnoyers qui va vraiment là, frôler le top 10. Mais c'est le cas, là, on a Guité, on a Desnoyers qui est vraiment été quand même un grand leader pour la formation canadienne dans leur conquête vers la médaille d'or. Euh, 56 points l'année passée. Je pense qu'il va continuer à progresser parce que c'est un prototype fait pour la Ligue nationale. Donc, Oui. vraiment une formation complète que sont les Wildcats. Mais comme tu l'as dit, il faudra que chacune des pièces qui ont été amenées se mettent ensemble pour former un tout. Exactement, c'est beaucoup de nouveautés, donc j'ai hâte de voir est-ce qu'on va partir fort, est-ce que ça va prendre un certain temps avant qu'on décolle, mais c'est sûr que comme le talent est là. Puis du côté des Noyers, moi ce que j'aime, c'est que c'est le genre de joueur que tu regardais à 16 ans, tu regardais à 15-16 ans, que son jeu a seulement évolué, c'est Ouais. seulement transposé. Tu sais, il n'a pas changé, il a pas essayé de changer son style de jeu, puis il a juste comme connu du succès comme étant le joueur qu'il est, puis on l'a vu aussi au moins de 18 ans. Donc, c'est un style qui est très bon pour la LHMQ, mais c'est un style qui va extrêmement plaire aussi aux formations de la Ligue nationale de hockey parce que c'est un joueur qui est facile à projeter, tu peux le mettre n'importe où, puis il va avoir du succès. Fait que Desnoyers, c'est sans aucun doute le meilleur espoir de la LHMQ, là. Pour la dernière équipe que tu surveilles particulièrement cette année, on va voir un lien intéressant avec tes anciennes fonctions, justement, avec les Olympiques. On parle de la troupe de Louis Robitaille qui vraiment fait un travail de maître là, depuis son arrivée au Cap-Breton. Euh, il mise quand même sur une formation peut-être un petit peu moins aguerrie que les trois précédentes qu'on vient de mentionner.
quand même des joueurs de qualité, là. Le Tchèque Jakub Milota, choix de quatrième ronde des Preds de l'année passée. Très bonnes stats l'année dernière avec l'équipe. Thomas Lavoie en défensive, gros défenseur de 6 pieds 4, choisi en troisième ronde par Utah cette année. Qu'est-ce que tu retiens le plus du côté des Eagles de ton côté, là? Ben, ils ont très bien fait les Eagles l'an passé, fait que c'était comme impossible de ne pas les mettre dans ce classement-là, même si j'ai pu mettre le Dracor aussi dans cette liste qu'on pourrait en parler un petit Ouais, peu en finale. Mais tu sais, j'ai vu Louis Robitaille coacher avec les Olympiques, une équipe, j'ai essayé de baisser mes mots un petit peu, mais comme du côté des Olympiques, on avait une équipe rapide, très talentueuse. Tu sais, ils ont eu un parcours un petit peu décevant en séries éliminatoires, ce qui a mené finalement à son congédiement. Mais du côté des Eagles, je trouve que ça fit vraiment avec son style de coaching. Puis on l'a vu dès ses premiers pas à la barre de l'équipe. C'est une équipe qui est très difficile à jouer contre, puis ils jouent dans une division qui vont les avantager, là. Fait que, ouais. d'après moi, ils vont arriver en série, puis ils vont déjà pouvoir se rendre loin à cause de cet aspect-là. Mais pour moi, Louis Robitaille, c'est exactement où il devait être. Il a vraiment comme adapté son style de jeu à cette équipe-là. Puis c'était impossible de ne pas les mettre avec ce qu'ils ont fait l'année passée, malgré des distractions, malgré qu'ils n'étaient pas favoris du tout. Là, ils se sont rendus en quart de finale. Donc, J'aimerais connaître tes attentes, justement, tu les as mentionnées. Les Dracars qui ont eu une saison extraordinaire l'année passée, ont perdu en finale face aux Voltigeurs, euh, qui avaient une équipe de vétérans, on va le dire. Les Dracars étaient beaucoup plus jeunes. Est-ce que tu t'attends à une diminution au niveau des points du collectif individuellement? Certains joueurs qui ont vécu des petites déceptions au dernier repêchage. Qu'est-ce que tu t'attends pour cette équipe-là, là? ben, tu sais, je parlais des Eagles qui vont être avantagés par leur division. Ben, je pense que le Dracor sera désavantagé. Moi, tu sais, moi, je vais les Saguenayens avant le Dracor dans cette OK. division-là. Que déjà là, on prend un pas de recul là, sur le Dracor qui est terminé premier dans la LHMQ. Puis, j'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu en séries éliminatoires, honnêtement, du Dracor, même si on s'est rendu jusqu'en finale, on s'est écroulé. Puis, on s'est rendu un peu Ouais, en finale. Pas par défaut, parce que, tu sais, on se rend jamais jusqu'au presque au sommet, mais je trouve pas qu'on s'est adapté au style de jeu. On n'a pas donné intéressant. une bonne opposition aux voltigeurs. Donc, j'ai de la misère à les voir continuer dans cette lancée-là, même si sur papier, ils ont une très bonne équipe. Ils ont quand même perdu aussi certains joueurs clés. Donc, j'ai de la misère à évaluer le Dracor après la saison qu'ils ont connue parce Ouais. que tout le monde les voyait favoris. C'est sûr que ça leur aura peut-être joué dans la tête. Puis c'est pour ça que, en plus du côté de Vulture, tu sais, on les voyait aussi favoris, mais comme ils étaient passés par une certaine adversité pour se rendre à ce point-là, tandis que le Dracor, pas vraiment. Est-ce qu'on va surmonter malgré les départs? C'est pas une équipe que je vois se rendre jusqu'au bout, là. On l'a dit tout à l'heure, là, c'est l'Océanique qui sera les hôtes de la Coupe Memorial, advenant le cas qu'ils remportent le championnat des séries cette année, ben, ce sera l'autre équipe finaliste qui, euh, qui accéderont au tournoi. Et on l'a vu à quelques reprises dans les dernières années, les équipes hôtes être éliminées très tôt dans leur parcours éliminatoire, des longues, longues pauses. Parfois, ça a pu servir d'avantage. Parfois, ça a un petit peu brisé le momentum de ces équipes-là. Mais ce sera vraiment très, très intéressant. On aura la réponse dans plusieurs mois. Je Mais pense ça pas qu'on va promet. voir ça du côté de l'Océanique, par exemple. En tout cas, Non, ça ne devrait pas. vraiment, vraiment épouvantable pour l'organisation, honnêtement, qui a misé beaucoup qui mise beaucoup sur cette saison. En plus, Ouais. eux, ils étaient parmi les favoris en 2020, mais là, il y a la COVID, tu sais, il y avait la première cette année-là. Donc, ça serait vraiment épouvantable pour l'organisation, même si on accueille le tournoi de la Coupe Memorial, on vise le double championnat comme les Ouais. remports. Tout à l'heure, tu as débuté l'épisode en parlant de Gabriel Degg, qui est un des joueurs que tu surveilles le plus. Mis à part des joueurs qui font partie des équipes qu'on a mentionnées, il y en a plusieurs autres qui retiennent notre attention pour l'année 2024-2025. On va commencer avec un joueur des Remparts de Québec, Maddox Dagenet. Bon, là, le nom va sonner une cloche à plusieurs. Oui, c'est le fils de l'ancien joueur du Canadien Pierre Dagenet. Ce fut aussi le premier choix au dernier repêchage euh, dans la LHJMQ. C'est un prototype franchement imposant là, pour son âge, là, 6 pieds 3, 183 livres.
183 livres, pardon. Il a joué dans la Ligue mineure ontarienne l'année passée où il a tout cassé. Parle-nous du style de joueur qu'il est, là. Écoute, ce serait mentir de dire que je le connais beaucoup parce qu'il a joué Ouais, dans une ville en Ontario que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais on l'a quand même vu dans certains tournois. Donc, on l'a vu au camp des moins de 17 ans d'Équipe Canada. Puis, juste à lire ce qui ressortait de ce camp-là, parce que c'était pas vraiment des matchs qui étaient disponibles à tous. Mais, tu sais, il y a genre, moi, je l'ai pas vu son père jouer, là, mais s'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont vu, ouais. il ressemble vraiment à son père dans son style et tout. Puis les remparts, ils vont lui donner beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Il y a aussi Maddox Dagenet, mais il y a aussi Ryan Howard, en tout cas, mon anglais, en passe. Ça fait longtemps que je parle à Ottawa, mais c'est les deux jeunes qui vont mener les remparts. Puis je pense que si les partisans, ils vont avoir tous les yeux rivés vers ces deux gars-là. Puis Dagenais, les remparts ont transigé pour avoir ces services-là. On ne savait pas s'ils allaient aller dans la LHMQ ou tourner vers les rangs américains. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va avoir un très grand rôle, donc ça va être propice pour lui, là. Du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand, certaines similarités avec les Saguenay de Chicoutimi. Là, on est peut-être un petit peu en retard d'une saison par rapport à eux. On a un trio de jeunes joueurs vraiment talentueux. On parle ici de Justin Carbonneau, Mathéo Nobert et Xavier Villeneuve. Villeneuve, de son côté, ce sera possiblement un des hauts choisis non seulement dans la LHMQ, mais peut-être même un potentiel choix de première ronde en 2026. Très belle saison l'année passée, là, 43 points en 54 à sa toute première saison dans la Ligue. Parle-nous un petit peu de ces trois joueurs qui vont vraiment donner des belles saisons à venir du côté de l'Armada, là. Ouais, ben moi, j'ai eu la chance de voir les premiers pas de Villeneuve quand je couvrais un peu l'Armada l'an passé. Puis c'est un défenseur qui ressemble beaucoup à Alex Wang. Peut-être même ce que certains disent, il est supérieur à Wang. Pas peu dire. Mais c'est juste je trouve qu'il jouait un petit peu plus petit que Wang. Donc, c'est sûr qu'il est, il est très, très, très frêle là, encore. Là, tu sais, il y a du muscle à avoir, mais le type de défenseur qui va juste créer le jeu devant lui. Il va pas attendre de le voir se développer. Tu sais, il va se porter à l'attaque. Puis, dès ses premiers pas l'an passé, tu fais voir qu'il était une coche au-dessus. Puis, tu sais, on parle de l'Armada qui n'était pas une formation parmi les tops du circuit l'an dernier, puis c'était de loin le meilleur joueur, selon moi, avec le vétéran Jonathan Fauchon. Fait que si vous aimez Alex Wang, ben, vous allez aimer Xavier Villeneuve. Puis l'Armada, c'est une équipe qui va prendre, qui vise aussi 2026, je pense, pour les grands honneurs. Donc, Ouais, avec les Saguenay, tu vas avoir la confrontation des deux défenseurs à caractère offensif. Sinon, Carbonneau, il y en a plusieurs. Je l'ai vu plusieurs en première ronde même, mais je ne sais pas il va se faufiler jusque-là. Je le vois peut-être plus milieu de deuxième de mon ouais, côté. Mais c'est plus réaliste. un joueur d'énergie. C'est un joueur qui apporte beaucoup. Tu sais, comme quand tu parles d'un coffre à outils, c'est vraiment Justin Carbonneau qui a vraiment tous les outils. Puis Mathéo Nobert, j'ai vraiment aimé son début de saison. Je trouvais qu'il avait été très bon. Après, comme on dirait que ça l'a un petit peu frappé tu sais, de s'adapter à un nouveau circuit, ce qui est vraiment normal. Donc, sa deuxième saison, ça va être super, ça va être important pour lui, surtout qu'il est admissible au repêchage, là. Les partisans de l'Armada n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent Non. dans les dernières saisons. Mais là, ça va être intéressant de retourner voir ces joueurs-là pour un prix, pour une somme assez modeste. Donc, on encourage les gens à les suivre, à aller. C'est du hockey de haut calibre, mais surtout voir des jeunes qui progressent et qui vraiment vont être très, 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 vraiment à garder sous un œil très attentif parce Ouais, que, parce que surtout dans le cas de Villeneuve, comme tu as mentionné, ils ont vraiment un haut potentiel, là. ouais, puis c'est le fun tu sais, tu sais, moi, j'ai vraiment suivi beaucoup les joueurs qui ont été repêchés en 2023. Donc, de voir qu'ils progressent, tu sais, j'ai vu comme Alex Wang être repêché, puis là, ça va être son année de repêchage Ouais. dans la LNH. Donc, c'est la même affaire pour l'Armada qui compte sur des jeunes joueurs. Et là, tu vas entendre de plus en plus ces noms-là. Puis, quand ils vont être repêchés dans la LNH, ben, tu vas voir de où ils viennent. Donc, pour moi, c'est ce que je trouve ça le plus intéressant de suivre un circuit de hockey junior. C'est ça. Un autre espoir que tu surveilles, Bill Zanin, euh, un espoir de 2025. Gros allié de gauche de 6 pieds 2. Jouera sa troisième saison avec les Huskies, là, 58 points l'année passée. Qu'est-ce qui retient le plus ton attention chez ce joueur? Ben,
Zonin, j'avais beaucoup aimé sa saison recrue. Ça a été plus difficile l'an passé. Je trouve qu'il a comme moins bien progressé de ce que j'ai vu. Mais je pense qu'avec les Huskies qui vont comme recommencer une espèce de cycle, là, parce Ouais. que donc je pense qu'il va avoir un très grand rôle. De son côté, c'est plus de rester attentif à son style et de ne pas essayer de trop en faire. Je trouve parfois il était un peu comme une. Je vais peser mes mots encore une fois, je sais plus cette expression-là, mais c'est qu'il est un peu comme une poule pas de tête sur Ouais, la ouais, ouais. patinoire en zone offensive. Pour moi, c'est un joueur qui doit aller au filet, qui doit déranger le gardien adverse, qui doit comme utiliser un peu plus son gabarit et pas essayer de trop en faire avec les défenseurs, pas trop s'avancer. Fait que c'est plus de son côté-là. J'ai hâte de voir comment il va pouvoir gager parce que, tu sais, il faut pas trop qu'il aille de réserve non plus, sinon parce il va effacer son style de jeu. Mais il faut quand même qu'il fasse attention à certains détails qui font de lui qui pourrait ne pas être projeté dans un circuit supérieur, selon moi, là. Je vais terminer en te parlant d'un joueur qui ne fait pas encore partie d'une des formations de la LHMQ que tu avais nommé dans ton article. Les gens vont peut-être reconnaître son nom. On parle ici de Matvei Gridin, qui est un choix de première ronde des Flames. Ne s'est pas encore rapporté, pourrait le faire apparemment selon certains rapports dès le début de saison. Euh, Est-ce que tu t'attends à de grandes choses, même si c'est un joueur qu'on connaît un petit peu moins? Est-ce que tu penses que c'est le genre de joueur, un Russe, qui peut arriver puis vraiment avoir beaucoup de succès là, dans cette ligue-là? Ben, c'est ça, ça avait été un choix des Foreurs de Val-d'Or Ouais, qui, si j'ai bien compris, va être transigé à l'Océanique de Rimouski, mais c'est comme pas officiel, c'est pas encore certain. Je pense qu'il lui-même ne sait pas, comme tu as mentionné, s'il va aller dans la LHMQ, mais si c'est le cas, ce serait du côté de l'Océanique. Si on ajoute un joueur comme Gridin du côté de l'Océanique, on va avoir tout qu'un attaque. C'est pas un joueur que je connais beaucoup, mais je pense que si je sais pas à quel point ça serait quoi son rôle, parce que je trouve que l'attaque de l'Océanique est très remplie, puis on a beaucoup de joueurs différents. Je trouve que c'est une des forces de l'Océanique. Donc, je sais pas trop comment on le mettrait, surtout un jeune joueur recru, mais ce serait définitivement intéressant. Puis je voulais aussi parler de. C'est pas encore certain, on parle d'une rumeur, mais puisqu'on a parlé des Eagles du Cabreton qui n'avaient pas vraiment de joueurs vedettes, ben on a un Ethan Gauthier qui va disputer. ouais. Saison dans la LHMQ, t'es avec les voltigeurs qui vont probablement essayer de le monnayer pour recevoir des trucs en retour. Donc, il pourrait se rendre au Cap-Breton selon Jonathan Rabachi. Intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que si on ajoute Ethan Gauthier qui est un joueur très talentueux, mais qui est un joueur aussi d'énergie, je pense que ça fitterait exactement avec les Eagles. Et là, ça serait encore plus intéressant à surveiller, là. On sait que justement, les portraits des équipes changent parfois grâce à ces ajouts majeurs. Là. On voit des transactions, surtout dans la OHL, mais des Ouais. transactions monstres, des joueurs qui sont échangés contre 8 choix de première ronde. Là. Ouais, J'exagère un peu, mais eux, ils peuvent pas échanger de choix de premier tour. Fait qu'il y a tout le temps des choix pendant plusieurs années. C'est pas le ouais. cas dans la GMQ, là. Non, Mais, c'est ça, c'est Sam assez. Gauthier, ça devrait être une autre transaction monstre. Il avait passé du Phoenix au Voltigeurs, ce qui va Ouais, prendre exact. le chemin du Cabreton, je ne sais pas, mais je pense que ça serait vraiment un excellent ajout là, du côté De des Eagles. terminer cet épisode, Amélia, tout à l'heure, tu as mentionné que le Wildcat était un petit peu l'équipe la plus attendue par les partisans, par les analystes aussi. J'aimerais que tu me dises vraiment là, à chaud comme ça, ici, là, en cette journée de fin d'août, qui tu penses qui sera couronné champion de la saison 2025 de la LHJMQ? Là, comme on a dit, plusieurs choses peuvent changer, plusieurs joueurs peuvent changer d'adresse. Mais si tu devais me nommer une équipe aujourd'hui, ça serait qui? Là? J'ai de la misère parce que là, j'ai dit les Wildcats, mais tu sais, j'ai de la misère à jouer contre l'Océanique juste parce qu'on dirait qu'il y a comme le destin avec le fait d'accueillir la Coupe Memorial Ouais. et l'équipe a vraiment bien organisé le tout. Donc, j'ai de la misère à miser contre l'Océanique, mais je peux pas changer de fusil d'épaule en plein épisode comme ça. Donc, je vais y aller avec les Wildcats simplement parce que sur papier, pour moi, c'est la meilleure formation. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas si tous les nouveaux ajouts ça va bien fitter ou ça va comme parce que déjà là, ils n'ont pas été très convaincants l'année dernière, tandis que oui, le Scénic n'a pas été convaincante non plus, mais on a ajouté tu sais, on n'a pas fait un gros changement, on a juste ajouté trois joueurs qui fit dans nos besoins, tandis que des Wildcats, on a un nouvel entraîneur, une nouvelle culture, un nouveau style de jeu. Il y a quand même certains points d'interrogation, mais
sur papier, c'est la meilleure équipe de la LHMQ selon moi. Donc, une saison 2024-2025 qui s'annonce vraiment prometteuse. On a parlé de quelques joueurs qui ont déjà été repêchés, certains qui le seront. Reste que, selon moi, c'est une des saisons qui s'annonce le plus excitante depuis quelques-unes. Il y a des Oui. joueurs vedettes dans cette ligue-là. Ça vaut la peine de vraiment de mettre notre attention sur les formations du circuit Cecchini. Euh, Vraiment des belles choses à venir là, cette saison-là. Et puis si je peux parler d'un joueur qui ne jouera pas dans la LHMQ cette année, qui va jouer dans la LHMQ l'an prochain, c'est Alexis Joseph du collège Esther Blondin. Donc, c'est OK. le potentiel premier choix. En fait, c'est le premier, ça va être le premier choix. Je n'ai même pas peur de le dire aussitôt, mais ça va être le premier choix l'an prochain. Puis c'est un joueur au talent très, très, très élevé. L'un des meilleurs qui va sortir du M18 depuis des années, meilleur que Caleb Ah. Desnoyers, selon moi, et autres. Donc, ça va être intéressant de voir Alexis Joseph. C'est sûr qu'on ne parle pas beaucoup du M18, mais moi, si, je pense que je vais y aller juste pour le voir jouer parce qu'il a connu une très bonne saison, seulement à 14 ans. Là. C'est très rare de jouer à ce niveau-là, à cet âge-là. Là. Alors, c'est un nom qu'on va mettre quelque part dans notre mémoire et qu'on ressortira d'ici quelques années. Là. Ça s'annonce très, très prometteur, selon tes dires, dans son cas. Euh, Comme je le mentionnais tout à l'heure, là, beaucoup de belles choses à venir dans la GMQ. J'encourage les gens à aller voir des matchs, peu importe vous êtes dans quelle région du Québec. Du hockey très intéressant. C'est une belle ligue. Comme tu l'as dit, là, c'est un petit peu un mal aimé, peut-être parfois parce que les gens vont la renier, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs d'espoir du Canadien qui s'y retrouvent, mais ça vaut la peine d'ouvrir les portes un petit peu pas juste de la future LNH avec des joueurs qui s'y retrouvent, notamment plusieurs choix des Ducks d'Anaheim qui repêchent beaucoup, beaucoup au Québec. Euh, Ça fut quand même une belle cuvée l'année passée en termes de profondeur. On est allé chercher des joueurs intéressants. Plusieurs équipes de la Ligue nationale ont mis leur choix vers des joueurs du Québec. Donc, je trouve que comme tu l'as si bien dit dès le départ, c'est une ligne qui gagne à être connue, qui gagne à être aimée. Et c'est du bon hockey régulièrement à la télévision. Des matchs vont être diffusés. C'est pas un rythme qui est comme celui de la Ligue nationale, mais disons, si on veut développer notre connaissance de certains joueurs qui seront potentiellement dans la Ligue nationale, c'est une très belle manière de le faire. Là. Oui, exactement. Puis c'est sûr qu'avec ce qui se passe avec Hockey Québec, je pense que ça ternit un peu Ouais, l'image de la LHMQ. malheureusement, oui. Les deux n'ont pas vraiment de lien dans le sens où le hockey mineur, c'est autre chose. Ensuite, il y a eu des scandales aussi dans la LHMQ il y a très longtemps, mais ça fait surface et on dirait qu'il se passe plein de choses que les gens ne se concentrent pas sur le hockey. Et quand on en parle, on ne parle pas de hockey, on parle des scandales. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu d'en parler parce que je pense que la LHMQ, c'est plus que ça, même si je ne veux pas diminuer ce qui s'est passé parce que c'est Ouais. vraiment tragique. Puis même du côté du hockey mineur, on pourrait avoir 10 épisodes en parlant juste de Ouais, ça. Mais c'est vrai. je pense que les joueurs qui sont là présentement, ils sont là pour une raison, puis faut se concentrer sur le produit sur la glace. Là. Amélia, je te remercie beaucoup de ta participation au temps d'arrêt. Ça fut vraiment très enrichissant de mon côté. Ce n'est pas non plus la ligue que je connais le plus. Par contre, je vais mettre beaucoup plus de mon attention cette année sur cette ligue-là. Tu nous as donné le goût aussi de nous en intéresser encore plus. J'espère qu'on a pu transmettre cet intérêt-là aux gens. J'encourage tout le monde aussi à lire tes textes, non seulement surtout sur le hockey, sur ta plateforme X où tu publieras probablement tes analyses du match du Phoenix. Une belle expérience pour toi. Donc, vraiment, encore une fois, comme je le disais en début d'émission, une belle année qui s'en vient de ton côté. Puis, on est vraiment chanceux de t'avoir eu aujourd'hui pour utiliser ton expertise sur la GMQ. Là. Ouais, puis je vais sûrement faire un power ranking avant le début de la saison qui commence dans peut-être 2 semaines environ. Donc, si vous voulez Parfait. peut-être changer mon fusil d'épaule avec l'Océanique, ça. On va suivre ça attentivement. Je te remercie encore beaucoup, Amélia, pour ta participation. Merci à tous d'avoir été là et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.